Alors, je suis étudiante de Brian Michara en troisième année ici à l'UQAM au doctorat en psychologie dans la section communautaire. On peut en reparler à la pause abondamment, mais en communautaire, on essaie de voir les différentes couches d'influence sur les phénomènes. Donc, la dépression, ben, au niveau individuel, c'est un exemple. Au niveau familial, milieu de travail, on est un peu là pour ça aujourd'hui. Dans le quartier même, donc ça peut prendre toutes sortes de formes, mais c'est très passionnant, la psycho-communautaire. Donc, voilà, bienvenue à cet après-midi de la première journée du CRIS. Ma collègue Frédéric m'a demandé de vous dire, pour les questions, on va attendre à la fin. Donc, on va faire 1 heure de présentation. C'est moi qui va commencer. Je vais faire comme un état des lieux, un petit peu des recherches, des études actuelles sur le phénomène du suicide, mais aussi différents aspects de la détresse psychologique, différents problèmes de santé mentale chez un groupe professionnel, à savoir les médecins vétérinaires. Donc, je vais faire un état des lieux des recherches actuelles dans le monde. Et en deuxième partie, j'ai l'honneur de présenter aux côtés de Dr Michel Pépin, qui est en avant, qui va faire donc une présentation plus axée sur le milieu de travail, vraiment sur le côté pratique et quelle est la situation au Québec. Donc, est-ce que ça vous va comme ça? Puis Michel va se présenter tout à l'heure mieux que je peux le faire. Donc, voilà, alors, on va commencer. Le plan que je vous propose, c'est le suivant. Donc, on va parler un petit peu de la prévalence du taux, toujours actuellement à l'international, parce que c'est les données qu'on a. Quels sont les moyens létaux utilisés par ces professionnels-là? Quels sont les facteurs de risque et les quelques facteurs de protection dont on est au courant à ce jour? Vous allez voir que les photos, c'est des animaux, c'est pour égayer un peu la présentation. Donc, c'est des animaux de refuge, des photos que j'ai prises moi-même. Donc, voilà. Alors, commençons par le premier sujet. Donc, comme je viens de dire, on a des données qui commencent à émerger depuis une quinzaine d'années, mais c'est surtout bon, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, on va les voir un petit peu plus détaillés. Et l'expérience québécoise, c'est Dr Pépin qui va nous la présenter. Donc, on va commencer avec une revue de la littérature, c'est ça, qui est de 2010. Et donc, Platt et collègues, ils ont fait donc une revue de la littérature sur le sujet du suicide chez les médecins vétérinaires. Ils ont inclus dans cette étude-là 15 articles. Donc, sur les 15, ce qu'ils ont rapporté, c'est qu'il y en aurait 14 d'entre elles qui ferait état d'un risque suicidaire, d'un taux de suicide qui est plus élevé que le reste de la population générale, nationale. Donc, ils ont fait des comparatifs avec différentes populations. Donc, ça, c'est un des constats. Et de manière générale, le taux serait 3 fois plus élevé. Donc, ça, c'est leur conclusion. Si on va plus dans le détail maintenant, ça, c'était la revue de littérature. Vous me dites si je vais trop vite, là, mais de plusieurs pays. Donc, si on se concentre près de nous, aux États-Unis, quel est l'état de la situation? Donc, on va commencer. Il y a 2 études majeures. Là, il y en a plus que 2, mais disons les plus importantes. C'est celle d'abord de 2015 de Net et collègues. Alors, vous voyez qu'il y a quand même 10 de l'effectif national, donc presque 12 000 médecins vétérinaires. Donc, au moyen d'un questionnaire en ligne, ils ont évalué toutes sortes de variables, mais là, aujourd'hui, on est là pour au niveau de la santé mentale et du suicide. Donc, ils sont allés avec l'outil standardisé, le Kessler-6, c'est ça, pour mesurer la détresse psychologique. Et ensuite, il y avait une variable sur la dépression. On va revenir aux résultats tout de suite après. Donc, pour la variable dépression, la question c'était, est-ce qu'un professionnel de la santé vous a déjà dit que vous aviez un trouble dépressif qui inclut, par exemple, la dysthymie, dépression ou majeure ou mineure? Et puis, bon, évidemment, variable suicide. Donc, les questions, c'était, pour cette étude-là, c'était pendant la période où votre humeur était à son plus bas, vous aviez, où où vous aviez une perte d'intérêt pour les choses que vous appréciez habituellement. Donc, suite à cette question-là, il y avait 2 sous-questions qui étaient: avez-vous déjà pensé au suicide? Alors, idéation, ou tenter de vous suicider. Alors, on va chercher l'aspect tentative des données. Pour les résultats, donc les voici. Donc, 9 sur les 12 000, presque 12 000 professionnels,
avaient un taux qui était considéré comme une détresse psychologique sévère. Donc, près du tiers avaient déjà eu un épisode dépressif. Et puis, au niveau de l'idéation, c'était 1 sur 6 quand même. Et puis, 1% avait déjà fait une tentative. Donc là, c'était des variables qui étaient à vie, pas au cours des 12 derniers mois. Là, c'était vraiment... Fait que, donc, c'est quand même des données assez parlantes. OK, toujours la même étude. Donc, c'est une façon différente de voir un peu les données. Juste m'assurer que j'oublie rien. Donc, en noir, on a les hommes à gauche. Donc, il y a 4 colonnes. Donc, les colonnes de gauche, donc la noire, c'est les hommes. La blanche, c'est les femmes. Donc, on voit que les femmes, on rapporte un diagnostic antérieur de dépression plus que les médecins vétérinaires hommes. Et puis, les 2 colonnes de droite, c'est les hommes également, et puis les femmes. Donc, mais dans la population générale. Donc, je ne sais pas si j'explique bien, là, mais... donc, hommes-femmes, hommes-femmes. Ici, c'est la population professionnelle, puis la population générale. Donc, on a alors le diagnostic. Ici, on a l'idéation. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus élevé au niveau de l'idéation. Par contre, c'est tout petit. J'essaie de mettre en évidence. Pour les tentatives, on voit qu'il y a eu moins de tentatives que chez le reste de la population. Alors, les chercheurs n'expliquent pas d'hypothèses nécessairement. Là, il y a tellement de données, donc ils donnent plus les conclusions de tout ça, mais je trouvais intéressant de souligner ça. Donc, beaucoup d'idéations et puis des tentatives, mais qui seraient inférieures à la moyenne générale. OK. Une autre étude qui est toute récente, de 2018, mais qui est parue en 2019, de Tomassi et collègues, vraiment intéressante aussi. Alors là, c'est à la CDC, Center for Disease Control, en collaboration avec c'est leur Institut national de santé et sécurité au travail, en collaboration avec la grande association de médecins vétérinaires aux États-Unis, et également, donc, toutes ces données de ces 2 entités-là, et également des compagnies d'assurance. Donc, ils sont allés voir les tendances historiques de décès, incluant les décès par suicide. Donc, encore une fois, un gros échantillon, mais là, c'est des décès. Donc, ils sont allés voir les certificats de décès pour la période de 1979 à 2015. Donc là, ils sont allés voir les pourcentages au niveau des causes de décès. Donc, quel est au niveau proportionnellement là, les causes de de décès par suicide versus d'autres causes. Et puis, donc voilà, ils sont allés voir les bases de données. Donc, il y aurait eu près de 400 décès par suicide. On voit que c'est surtout des hommes. Donc, les données sont là. Près de 300 avaient moins de 65 ans. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, donc, la proportion, c'est-à-dire le pourcentage de décès par suicide versus les autres causes, était plus élevé que la moyenne générale chez la population équivalente là, américaine. Chez les hommes, ils ont vu que ce serait un petit peu plus que 2 fois plus élevé. Puis chez les femmes, ce serait 3,5 fois plus élevé. Par contre, je me suis mis une petite note parce que ces données-là, c'est pour les médecins vétérinaires qui travaillent en clinique urbaine. Donc, quand on passe en zone rurale, là, je ne l'ai pas indiqué, mais ce serait plutôt entre 1,7 et presque, en fait, 4,9 %, donc vraiment plus élevé. Alors, Michel pourra peut-être revenir si vous avez des questions, là, c'est intéressant, parce que les zones rurales versus urbaines, c'est des pratiques complètement différentes. Donc, ça, c'est des données qui étaient ressorties. Une autre chose aussi, c'est que les femmes, on va voir l'autre tableau, vous allez voir que les femmes vétérinaires, bien, il y a une féminisation de la profession. 60% des diplômés aux États-Unis actuellement sont des femmes, puis ça tend à augmenter, là. Et donc, il y a une augmentation au niveau des variables de suicide qui montent par tranche d'âge au fil de la profession qui se féminise. Et puis, la période, disons, les âges les plus à risque pour les femmes, c'est 25-44 ans.
Et là, ils ont vu, en regardant toutes les données, que le taux était, en fait, que c'est 3 fois plus élevé que chez leur équivalent masculin pour le même âge. Je ne sais pas si je rends ça clair, là, mais ouais. Donc, voilà les données, sous forme visuelle. Donc, c'est ça. En haut, c'est les hommes versus les femmes. Donc, en blanc, disons, le tableau A, à gauche, on est les hommes, à droite, on a les femmes. Puis B, c'est que des femmes. Donc, on voit en noir, ça vient un peu c'est un peu mélangeant, là, mais dans le tableau B, le noir, c'est les décès par suicide versus les autres causes mises ensemble. Donc, c'est des données intéressantes qui viennent de sortir. Si on passe au Royaume-Uni, il n'y a pas beaucoup de choses encore, mais il y a une étude de 2005 qui démontrerait qu'il y aurait 3 fois plus, en fait, de taux. En fait, que le taux de suicide serait 3 fois plus élevé que la population générale et 2 fois plus commun que chez les groupes professionnels comparables. Alors, eux, ils ont mis là-dedans les pharmaciens, les médecins, les agriculteurs et les dentistes. Là, je dois mettre un bémol parce qu'au niveau de la méthodologie, c'est pas super bien expliqué. Puis bon, on a toujours des critiques. Chaque étude a des limites, là, donc ils expliquent pas tout à fait sur quoi ils se sont basés pour en arriver à ce chiffre-là. C'est basé c'est un centre de santé mentale qui ont leurs propres données. Donc, est-ce que c'est vraiment exhaustif en termes de chiffres absolus? On ne sait pas trop, mais c'est les conclusions auxquelles ils sont arrivés. Donc, le mais, c'était pour la critique de la métaux. En Nouvelle-Zélande, ici, donc un autre article. Ici, c'était plutôt par envoi postal plutôt qu'en ligne. Donc, par contre, ils ont mis des variables dépression, suicide, sensiblement les mêmes types de variables que ce que je présentais tout à l'heure. Et puis, les résultats. Donc, ici, on avait... alors, c'est 849 professionnels. Et puis, il y en a près de 12 qui allaient coter fort sur la variable dépression, santé mentale. Ensuite, 16 avaient eu déjà des idéations. Et je crois 2,6, c'est ça, avaient déjà fait une tentative antérieure. Donc, c'est quand même assez élevé. Donc, ça, c'est pour la Nouvelle-Zélande. Ça fait un petit peu le tour. Il y a des données en Norvège, en Australie, qui sont également à ce jour. En France aussi, mais là, à un moment donné, je voulais limiter un peu, mais je vous présentais les grandes études. Alors, si ça vous convient, on peut passer à la deuxième partie qui est sur les moyens létaux. Donc, qu'est-ce que les gens, à quoi les gens ont recours pour s'enlever la vie, finalement? Donc, premièrement, une étude qui date un petit peu, mais qui est intéressante, qui porte sur les années 1982 à 96 et qui s'est concentrée sur comment je peux dire, sur les données en Angleterre puis au Pays de Galles. Bon, les catégories d'âge sont un petit peu différentes hommes-femmes, mais se ressemblent. Donc, ils sont allés voir les vétérinaires et voici leurs résultats. Donc, on voit que l'empoisonnement est le moyen le plus commun. Donc, vous voyez la colonne de gauche. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. La colonne de gauche, donc empoisonnement avec substance liquide ou solide. Donc, les hommes vétérinaires, donc je les ai soulignés. Puis à droite, au bout, le 16, ça, c'est les explosifs ou armes à feu. Donc, chez les hommes, ce serait 76 pour l'empoisonnement, puis 16 d'armes à feu. Puis chez les femmes, par contre, regardez, pas d'armes à feu. Et en fait, 89 c'est des empoisonnements. Donc, c'est des données assez parlantes. Donc, voilà, on a les données qui sont là. Il reste que, c'est ça, l'empoisonnement est le moyen le plus commun pour ce pays-là. OK, en Australie, donc, ils sont allés faire... Là, j'ai mis 2011, mais en fait, excusez-moi, c'est une erreur, c'est 2001 à 2012. Donc, ils sont allés voir toujours les enregistrements de décès, les certificats de décès, je veux dire.
Donc, ils voient un peu, quand c'est possible, voir les méthodes qui ont été utilisées. Là, c'est une étude qui incluait les techniciens en santé animale aussi, donc ils ont été jumelés. Alors, ici aussi, c'était le moyen le plus utilisé. Eux, ils rapportent 80% des cas de suicide par empoisonnement. Donc, ça fait écho à l'autre étude. Ici, toujours, je vous parlais de Thomasy et collègues avec le CDC. Donc, toujours dans cette même étude-là, ils ont également regardé donc, les taux proportionnels de mortalité par suicide, mais ils ont regardé aussi les moyens. Donc, toujours pour les mêmes années, 1979 à 2014. Donc, voici la distribution. Donc, à gauche, on a les hommes. À droite, on a les femmes. Donc, tout en fait, en plein milieu, en blanc, on va dire. Oui, c'est ça. En blanc, c'est les armes à feu. Donc, on voit que chez les hommes, c'est vraiment plus prédominant comme moyen, alors que chez les femmes, c'est toujours les empoisonnements qui restent le moyen le plus utilisé. Donc, voilà. Et puis, une autre étude, c'est simplement une étude, une revue de littérature qui fait un ramassis de plusieurs études. Je pense qu'il y en a une dizaine, là. C'est une autre façon de visualiser le fait que vous voyez en orange, la majorité des études que la chercheure a inclus dans sa revue, c'est par empoisonnement. Donc, c'est quand même une méthode qui est utilisée, très commune. Et deuxièmement, bien, les armes à feu en jaune. Donc, une autre façon de visualiser les données. Alors, avec ce portrait un peu, qui n'est pas très glorieux, ou en tout cas qui est un peu triste, disons, on peut s'intéresser aux facteurs de risque d'abord. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui explique? Bon, malheureusement, comme on discutait ce midi, il n'y a pas vraiment d'études qui fait état encore de un taux de suicide plus élevé est directement corrélé à tel facteur exact. Bon, on ne le sait pas encore. Mais il y a de plus en plus d'études, justement, en psycho-organisationnel, qui s'intéressent au burn-out, fatigue de la compassion, aux facteurs, disons, organisationnels qui peuvent influencer la santé mentale ou le bien-être psychologique au travail. Donc, il y a de plus en plus d'hypothèses. Alors, ce que je vous présente, ça reste du domaine un peu hypothétique. Dans ma thèse, j'ose espérer pouvoir faire quelques liens pour éclairer. Vous reviendrez dans quelques années. Je vais essayer de vous éclairer sur la question, mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même des bons indicateurs. Puis avec Michel, on pourra élaborer plus, là, mais il y a quand même des facteurs de risque qui sont liés à l'individu, comme dans toutes les professions, là, c'est sûr, mais là, spécifiquement aussi au milieu de travail, la société, puis quelques pistes sur les facteurs de protection, qui est souvent manquant dans les études sur ces questions-là, malheureusement. Donc, il y a quelques indications. Alors, on va explorer un peu au niveau de l'individu. Qu'est-ce qui pourrait... Bon, alors ici, j'ai mis le sexe parce que, je veux juste être sûre de rien oublier, c'est ça, il y a des études qui ont commencé à montrer que les femmes, bon, comme je disais, il y a une féminisation de la profession, mais il y a les femmes jeunes diplômées seraient peut-être plus à risque de suicidaire élevé. Donc, il y a cette variable-là. L'âge, donc les années depuis diplomation, ça, c'est simplement que, bon, 9 fois sur 10, il y a une autre étude, je n'ai pas tout cité, mais qui parlait du fait que, c'est ça, les gens vont vers cette profession-là parce qu'ils aiment les animaux, et puis donc, ils vont là pour en prendre soin, pour s'en occuper, parce qu'ils aiment ça. Puis finalement, ils se retrouvent à faire, parfois, pas tout le temps, mais des choses auxquelles ils ne s'étaient pas attendus, comme par exemple des euthanasies de convenance ou peut-être qu'ils sont confrontés à des limites par rapport aux clients ou aux limites financières des clients. Ou, je veux dire, on peut nommer plein de raisons, là, mais donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a des attentes très élevées. Puis là, pouf, quand tu arrives sur le terrain, M. Pupin pourra mieux nous en parler, mais donc, il semblerait y avoir un lien entre le fait de diplômer puis la réalité embarque. Donc, ça fait partie des hypothèses. Ensuite, bon, certains chercheurs disent que peut-être qu'il y aurait une prédisposition à l'anxiété, à la dépression, au perfectionnisme, une empathie très élevée, sensibilité aux animaux, donc des facteurs de personnalité.
Ici, c'est simplement l'idée, certains chercheurs avancent le fait, on pourra y revenir là, en question si vous êtes intéressé, mais cette espèce de... Bon, il y avait une étude américaine, par exemple, à laquelle je pense, qui montrait que les étudiants en médecine vétérinaire ils cotaient, disons, différemment du reste de la population quant à disons, leur absence. Ils avaient comme une absence de peur de la mort. Bien, pas complète, mais disons que c'était un peu altéré, là. Est-ce que c'est parce qu'ils sont confrontés à la douleur, à la souffrance de leurs patients? Est-ce que c'est parce qu'ils pratiquent les euthanasies, s'il y a lieu, dans leur clinique? Donc, en tout cas, il y aurait quelque chose là peut-être à explorer. Abus de substances, bon, ça, c'est pas seulement, c'est chez tout le monde, là, dans le fond, il peut y avoir un risque là d'une corrélation avec un risque suicidaire. Donc là, ce que je veux dire, c'est toxicomanie, là, alcool, drogue et tout ça. Ensuite, si on passe aux facteurs liés au milieu de travail, donc là, souvent, c'est une population professionnelle qui est en surcharge de travail au niveau des heures. C'est ça. Donc, les gens sont en surcharge. Donc, burn-out, peut-être, peut embarquer, c'est certain. Selon le type d'infrastructure ici, c'est que, mettons, un vétérinaire qui est tout seul versus un qui travaille avec 3-4 collègues, ben peut-être que ça va jouer sur son niveau de bien-être psychologique au travail. Est-ce qu'il peut ou elle peut, disons, s'appuyer sur ses collègues pour certaines questions, pour certaines décisions, certaines responsabilités, la dynamique d'équipe de travail, donc toutes ces questions-là. Les relations difficiles avec les clients, certaines études ont montré que c'est un des stresseurs les plus importants. Donc, soit, je ne sais pas, j'ai des exemples, mais Michel pourrait mieux dire que moi, mais des fois où les gens ne sont pas contents parce que les soins vont pas assez vite ou ils ont amené peut-être leur animal trop tard. Donc là, est-ce que le vétérinaire va sauver mon animal? Ou des fois, quand les gens trouvent que ça coûte trop cher ou ça dépasse un peu leurs attentes budgétaires. Il vient aussi avec ça une peur de commettre les erreurs ou sentiment d'incompétence, mais un peu lié au trait perfectionniste là, dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a ça. Bon, exposition à la maladie, la mort, on en a parlé un petit peu. Euthanasie, c'est un peu dans le même... donc, ça présente un peu des idées d'hypothèses qui sont émises par certains chercheurs. Puis la gestion du deuil, on voit qu'il y a comme un petit lien, là, mais dans les études actuellement, en médecine vétérinaire, il n'y a pas nécessairement 15 cours sur comment gérer le deuil chez les clients, puis chez soi-même aussi, c'est sûr, là. J'exagère, mais c'est difficile. Je pense que ça peut être difficile comme situation. Tu as l'animal qui décède, puis tu as les clients, puis c'est... Donc, est-ce que les gens peuvent vivre la détresse liée à ça et l'accumulation de ces situations-là? Ça peut être un facteur, certainement. Puis, il y a Big One, comme on dit, l'accès aux moyens. C'est sûr que les gens ont les connaissances en pharmacologie pour comprendre la dose selon le poids et tout ça. On parlait de méthodes par empoisonnement. Donc, c'est ça, les gens ont accès et ils ont aussi les connaissances. Donc, c'est sûr qu'en suicidologie, en tout cas, l'accès aux moyens est un gros facteur de risque. Donc, voilà. Et puis, enfin, les facteurs de risque qui sont plus liés à ce qu'on appelle au contexte social. Donc, il peut y avoir de l'isolement selon si les gens sont en zone rurale ou pas, s'ils sont tout seuls dans leur pratique ou pas. Le stigma, malheureusement, je pense que chaque présentation pourrait parler de ça longuement, là, mais il y a encore un gros tabou sur la santé mentale, avouer qu'on a une difficulté à soi-même, puis aux autres, puis à nos collègues, donc c'est toujours pas facile. Le comportement de recherche d'aide, il y aurait un comportement de recherche d'aide chez les vétérinaires qui serait un petit peu moins développé ou favorisé. Là. Quand on a besoin d'aide, peut-être les gens ont tendance à essayer de pas nécessairement, je veux dire, chercher de l'aide de l'extérieur pour se faire aider. Il peut y avoir de la compétitivité entre les cliniques ou peut-être entre les collègues, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus entre les cliniques.
Donc, les attentes élevées, tu sais, police spécialiste, parce que, bon, les clients ont peut-être pas beaucoup de sous à mettre tout le temps, là, on généralise, mais là, les gens arrivent avec leur animal, puis l'animal a toutes sortes de problèmes, bien là, on s'attend, on a des grosses attentes envers le professionnel. Il faudrait qu'il soit cardiologue ou qu'ils connaissent tout de la santé. Ils connaissent tout, mais qu'ils soient spécialistes en tout, c'est ça. Il y a des attentes élevées par rapport à ça. Donc, si on passe aux facteurs de protection, en conclusion, quelques pistes, toujours là, c'est des hypothèses. On peut en rajouter si vous avez des idées, puis avec la présentation de Michel. Donc, la satisfaction au travail, c'est sûr que plus on est satisfait au travail, plus on est susceptible d'être bien, puis d'avoir un bien-être psychologique qui est favorisé. Et donc, est-ce qu'on peut faire un lien avec le risque suicidaire un peu amoindri, marié à d'autres facteurs de protection, c'est sûr. Le soutien social, on sait que le soutien social fait partie des facteurs de protection contre le suicide. Ensuite, le répertoire des stratégies d'adaptation. Est-ce que la personne est bien outillée pour faire face à l'adversité, aux difficultés qu'elle vit? Est-ce que le répertoire est restreint ou est-ce que la personne a tout utilisé ou est-ce que... c'est ça. Donc, un peu explorer ça. Ça pourrait être une bonne idée. Est-ce qu'il y a un soutien au milieu de travail? Donc, si nous, on reconnaît qu'on a un problème, mais est-ce qu'on a quelqu'un vers qui se tourner? Encore une fois, c'est tous les milieux, c'est pas seulement les vétérinaires, là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a une écoute, une oreille auprès de nos collègues, nos supérieurs? Et puis, ou parfois, c'est nous, le supérieur, donc là, c'est différent. Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance? Donc ça peut jouer aussi là, sur si on sent qu'on n'est pas tout seul, qu'on a d'autres collègues qui vivent un peu la même chose, donc ça peut agir comme facteur de protection. Et puis, c'est ça, évidemment, l'accès, la disponibilité d'une ressource d'aide en santé mentale. Quand on vit de la détresse, bien, c'est sûr que ça peut aider puis ça peut protéger. Donc, oups, c'était juste pour dire merci. Donc, c'est ça. Ça fait un petit peu le tour. C'est vraiment un survol de l'état des lieux, de la situation, et puis des pistes de réflexion plus que d'autres choses, parce que c'est un domaine vraiment nouveau. Et puis, sur ce, ben, je vais laisser la parole à mon collaborateur, Michel Pepin. Merci. Tu prends les autres petits lapins? Oui. Attends, Je pense que c'est dans le dossier, oui. Oui, ça. Je vais le monter un petit peu. Mais premièrement, merci de l'invitation aux crises. C'est vraiment pour moi l'accomplissement de 10 ans de travail parce que c'est un dossier sur lequel on travaille beaucoup. J'aurais 2 questions pour vous avant de commencer. Qui a des animaux dans la salle? C'est intéressant. Qui a déjà voulu être vétérinaire? Il y a quand même quelques-uns qui s'en sont sauvés. Et troisième question, croyez-vous que le portrait qu'Anne-Sophie vient de tracer est applicable au Québec? Est-ce que c'est notre réalité ou on vit une réalité totalement différente? Ceux qui croient que c'est la même réalité, levez votre main. Intéressant. Donc, vous croyez qu'on est comme les autres au Québec. On va voir si on est vraiment une société distincte. Je me présente, Michel Pepin, je suis médecin vétérinaire. J'ai été en pratique pendant 25 ans, directeur de l'Association des vétérinaires pendant aussi 25 ans. Puis, j'ai travaillé beaucoup dans les médias, donc 15 ans, salut, bonjour. Donc, au niveau communication, essayer de convaincre les gens de différents dossiers. De l'importance de bien prendre soin des animaux. Je vais voir si je pèse sur le bon piton. Peut-être qu'il faut que je pointe par là. Attends, c'est celle-là ici. OK, je vais commencer. Je vais le faire comme ça. Je ne m'éloignerai pas du micro. Donc, juste pour vous dire que je vais avoir besoin de mes feuilles. Donc, quand on veut être vétérinaire, on l'est à partir de l'âge de 12 ans au Québec. Les jeunes choisissent la profession parce qu'ils aiment les animaux. Ils le font par passion. Donc, on choisit cette profession-là par passion. Et vous savez ce que c'est que la passion? Mais c'est un état qui va au-delà de la raison.
Et puis, c'est la dualité des vétérinaires en ce moment, partout dans le monde. Il faut faire la balance entre la raison et aussi la passion. Donc, moi, je me suis intéressé à la profession vétérinaire, puis je me suis intéressé à la vie des animaux en premier, puis après ça, à la vie des vétérinaires. Pas à la mort, à la vie des vétérinaires. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir leur vie. C'est comme ça que j'ai été amené à la profession. Puis j'ai écrit un livre il y a à peu près en 86, donc sur l'histoire des médecins vétérinaires au Québec. J'ai eu beaucoup de témoignages et au cours de mes recherches, je suis tombé à l'occasion sur des documents qui parlait de la mort des vétérinaires. On le voit ici dans l'article, un qui date de 1903, puis un autre qui date de 1899 dans le New York Times, 2 cas de vétérinaires qui sont suicidés. Sans intérêt pour moi au niveau de l'histoire des vétérinaires, donc j'ai mis ça de côté. Pour moi, ce n'était pas ma priorité à l'époque. Mais ça va me rattraper rapidement. Là, je vais peser le bon bouton. OK. Donc, au niveau de la profession vétérinaire, comme je vous disais, tout ce qui est deuil animalier, on en a parlé tantôt avec Anne-Sophie, c'est quelque chose qui est important. Donc, on est là pour sauver des vies, mais malheureusement, en finalité, on est là aussi pour euthanasier des animaux à l'occasion. Donc, en 2007, je suis tombé sur un des articles cités par Anne-Sophie sur une étude concernant le décès des vétérinaires. On disait en Australie qu'il y avait eu, sur une étude, sur une période, 87 décès de vétérinaires, 89 décès de 1990 à 2002, 11 étaient causés par des suicides. C'est pas beaucoup, 11 suicides sur une longue période, une petite proportion de vétérinaires, mais ça m'a quand même allumé en me disant, ça se pourrait-tu qu'au Québec, on ait cette réalité-là aussi? Puis parce qu'il y a un tabou autour de ça. Puis là, je me suis rappelé, quand je suis rentré en médecine vétérinaire, il y avait un étudiant en médecine vétérinaire qui s'était suicidé l'année d'avant. Mais personne n'en parlait. Un étudiant dans une université vétérinaire ou n'importe quelle faculté, on n'en parle pas. Par la suite, un de mes confrères de classe, qui avait déjà des problèmes à l'époque, était mythomane un petit peu, il s'est suicidé par pendaison quelques années après de sa pratique. Donc là, c'était quelqu'un de près de moi. Ensuite, j'ai travaillé à Saint-Jean-sur-Richelieu avec un vétérinaire qui, 4 ans plus tard, a décidé aussi de passer à l'acte de façon violente en rentrant dans un pilier d'autoroute. Donc, ça commençait à faire déjà 3 cas, dont 2 que je connaissais personnellement. Et là, je me suis rappelé, quand j'ai écrit mon livre d'histoire, des témoignages de vétérinaires qui me racontaient qu'un s'était rentré un couteau, l'autre ci, l'autre ça. Puis la difficulté de beaucoup de vétérinaires à une certaine époque, on parle du début du 20e siècle, même pour les éleveurs aussi, où il y avait des problèmes économiques difficiles. Donc, là, ça m'a dit peut-être qu'on devrait faire quelque chose au niveau de notre profession aussi. Donc, ce que j'ai fait, étant donné que moi, j'ai aussi plusieurs chapeaux, je suis rédacteur d'un magazine vétérinaire depuis 30 ans qui s'appelle Le Rapporteur. J'ai décidé de monter un dossier. Donc, je l'ai confié à personne, je l'ai confié à moi. Puis là, j'ai été voir au niveau de l'Ordre des vétérinaires. J'ai dit, si on essayait de trouver tous les cas de décès chez les vétérinaires depuis 20 ans au Québec, méchante tâche, là, parce que, évidemment, répertorier l'ordre avait le nom de tous ces vétérinaires-là. Fait qu'il suffisait juste pour moi d'aller les chercher, puis d'essayer de faire mon enquête personnelle auprès de tous ceux qui les connaissaient, ou des fois quand on avait l'information, puis de voir s'il y avait des possibles cas de suicide chez ces vétérinaires-là. Donc, là, j'ai été surpris parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait plus qu'on pensait. On est une petite profession au Québec. Hein? On est en ce moment 2500 vétérinaires. À l'époque, on était plus autour de 1500. Donc, un cas de suicide sur 1500 personnes, mais quand ça en fait un deuxième puis un troisième, là, peut-être qu'il y a une statistique qui est intéressante à ce niveau-là. Fait que la première chose qu'on a fait, c'est de faire un sondage auprès de nos membres. Moi, j'étais à ce moment-là directeur de l'Association des vétérinaires, les petits animaux. Association qui regroupe la majorité des vétérinaires qui font des chiens et des chats. Il y en a une qui s'occupe des grands animaux, puis il y a l'Ordre des vétérinaires qui chapeaute tout ça. Donc, l'Ordre m'a aidé à trouver les 200 décès sur 20 ans. C'était vraiment un chiffre, par hasard, ça tombait sur 200. Puis, au niveau de mon association, j'ai fait un sondage auprès des vétérinaires. Je les ai posé des questions très personnelles, anonymes, à savoir votre degré d'état général, votre santé mentale, vos pensées suicidaires, vos dépressions, votre médication, vos hospitalisations, vos arrêts de travail. C'était la première fois qu'on faisait une étude aussi pointue au Canada, puis même en Amérique où on avait peu de données là-dessus. Puis là, les données ont été vraiment probantes, puis un peu inquiétantes. Quand je reviens à la diapo, le suicide chez les vétérinaires. Donc, on a sorti 2 séries d'articles qui révélait quand même des données importantes sur la dépression chez les vétérinaires. On s'est rendu compte que 35 des femmes vétérinaires qui ont répondu au sondage, c'était à peu près 187 vétérinaires qui ont répondu sur nos 700 membres à l'époque,
35% des femmes disent avoir vécu une période de dépression, d'épuisement professionnel plutôt. Chez les hommes, le pourcentage était beaucoup plus petit. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique, mais elle est plus grande qu'ailleurs? Ça, c'est difficile à prévoir. Fait qu'on a commencé par ça, puis on a sorti les données sur les suicides. C'est là qu'on s'est rendu compte sur les 200 suicides, sur les 200 décès, il y avait 12 suicides, 11 hommes et une femme. 6% des causes de décès, un décès sur 17 était causé par un suicide chez les vétérinaires dans les 20 dernières années. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça a été une bombe dans la profession à cette époque-là parce que, on n'en parlait pas, on ne le savait pas, mais là, on le savait. Puis ça, c'est un minimum. Je veux dire, sur les 200 décès, je n'ai pas d'enquête du coroner. Hein, c'est moi qui ai posé des questions dans la mesure que probablement ce chiffre-là est plus élevé. Mais je suis sûr, pour 12 suicides, confirmation. Donc, il y avait une sérieuse problématique. Il fallait l'adresser. Donc, on en a parlé. On remonte, ça fait 10 ans cette année, donc en 2009, que l'article a été publié. À partir de là, l'Association canadienne a commencé aussi à écouter ça, l'Ordre des vétérinaires. Puis nous, on a dit, il faut prendre action. C'est beau maintenant d'avoir fait un constat. Moi, je ne suis pas un mathématicien, je ne suis pas quelqu'un qui est habile là-dedans, qui a les compétences. J'ai longuement hésité à me comparer avec les études australiennes et américaines ou en Angleterre, disant on a 2 fois plus de suicides que les autres, 3 fois plus que les médecins ou les dentistes. C'était pas là le propos, parce que c'est pas un concours, hein? C'est pas savoir c'est lui qui se suicide le plus, ça n'a aucune importance. Puis dans la population générale, quand on parle que des vétérinaires peuvent se suicider, les gens ne croient pas. En tout cas, ils ne croyaient pas il y a 10 ans. Maintenant, ils nous croient peut-être un peu plus. Il n'y a aucune raison. Vous avez la profession, le métier que vous avez choisi. Vous travaillez avec des animaux. De quoi vous vous plaignez? Il n'y a aucune raison de se suicider. C'est le plus beau métier du monde pour beaucoup. Donc, il fallait y aller de façon quand même parcimonieuse dans nos commentaires puis notre intention. Juste avant, quelques années auparavant, il y a une spécialiste, une psychologue, Anne-Marie Lamotte, qui avait fait une thèse sur les vétérinaires sont affligés par le deuil. Donc, elle a fait, elle, à la fin de ses études, une recherche chez les médecins vétérinaires. Ça l'intéressait un peu comme Anne-Sophie, qui avait cette fibre d'intérêt-là. Donc, elle a posé des questions, un questionnaire, puis elle a fait sa maîtrise là-dessus, à savoir comment les vétérinaires réagissent avec le deuil. Donc, sondage, rencontre, analyse, publication, ainsi de suite. Donc, c'était la première fois que quelqu'un à l'extérieur de notre profession s'intéressait à nous, puis à ce qu'on pouvait vivre. Le deuil, on en a parlé tantôt, c'est quelque chose quand même qui est sérieux. On euthanasie au Québec facilement autour de 250 000 animaux par année, chez les vétérinaires uniquement. Donc, c'est énorme. C'est une réalité quotidienne. Et pour beaucoup de vétérinaires, c'est très difficile. Je donne comme exemple mes parents qui ont fait euthanasier leur chien il y a à peu près 1 mois. Le vétérinaire a pleuré autant que mes parents, hein? Les parents âgés. Donc, puis ça, c'est le quotidien. Donc, pourquoi elle a pleuré, cette vétérinaire-là? Parce qu'on a posé des questions au fil des ans. Est-ce que vous avez pleuré comme vétérinaire dans votre pratique? 90% des vétérinaires pleurent, tu sais. Donc, ils sont touchés. Et c'est difficile parce qu'on parle beaucoup d'euthanasie, mais ça fait partie de notre vie. On est un peu, tantôt on parlait du schéma de pensée suicidaire chez les vétérinaires. C'est clair, un vétérinaire doit poser un diagnostic, trouver une solution et un traitement. Et malheureusement, des fois, dans le traitement, mais la seule solution, c'est l'euthanasie. Donc, quand vient le temps de poser pour nous l'autodiagnostic de nos problèmes, oui, ça fait partie de la solution. On aurait dû consulter les vétérinaires pour l'aide à mourir lorsqu'on a passé la loi, parce que c'est notre quotidien. Donc oui, on n'est pas réfractaire à ça. Par contre, je fais un aparté concernant les moyens de suicide. On a vu l'arme à feu ailleurs. Ce n'est pas notre réalité au Québec. Sur le nombre de suicides que j'ai répertoriés, les armes à feu sont minoritaires, de même que les injections pentobarbitales. Fait que même si on est, nous, en contact avec les produits, on est les seuls professionnels qui vont tuer. Hein? Ça me fait toujours rire quand je vois les Américains essayer de tuer quelqu'un, là, puis s'y prendre à 3 fois, puis avoir, tu sais, mon Dieu, pour nous, c'est une réalité, on en fait régulièrement. Donc, c'est une réalité, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent. On sait que l'euthanasie par injection, c'est facile, mais c'est pas évident de se mettre un cathéter, de se mettre un soluté, puis de se brancher, puis d'attendre. C'est beaucoup plus facile de se tirer, de se pendre, de s'empoisonner ou rentrer dans un pilier de ciment. Fait que, oui, l'accès aux produits euthanasiens est remis en question dans certains États aux États-Unis ou en Europe, mais pour nous, en tout cas, ce n'est pas notre réalité au Québec. Donc, grâce à Anne-Marie Lamotte, on avait quelqu'un qui s'intéressait à nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 10 ans, on s'est dit, il faut aider rapidement nos vétérinaires. On est une petite association,
on s'est dit, on va essayer au moins de les aider d'une certaine manière. Fait qu'on a rendu en place un programme d'aide. Donc, la façon que ça fonctionnait, c'est qu'on a dit à nos membres, vous avez le droit à une première consultation téléphonique avec le docteur Lamotte. Donc, si vous sentez que vous êtes dans un état suicidaire, c'était pas les problèmes familiaux, là, c'était vraiment vous êtes une dépression où vous êtes inquiet, bien, vous pouvez l'appeler gratuitement. On va payer la première consultation téléphonique et elle va voir où vous référer, où vous prendre en charge, où vous donner des moyens. Donc, ce programme-là a duré jusqu'à l'automne dernier. On a eu 117 vétérinaires qui l'ont utilisé, donc 26 lors des 12 derniers mois. Donc, la dernière année, il y a eu vraiment en moyenne, c'est à peu près 11 par année. La dernière année, il y en a eu 26 qui ont consulté. Il y a plusieurs facteurs qui font que ça marche plus ou moins. On envoyait régulièrement chaque année le MBI, là, le Maastricht Burnout, je ne me souviens jamais du nom, là. Donc le questionnaire qui nous permet de faire une auto-évaluation. À chaque fois qu'on envoyait à tous nos vétérinaires, le téléphone sonnait régulièrement. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait être proactif. Juste rendre ça disponible, ce n'est pas suffisant. Puis on a commencé à faire des conférences, des colloques, des séminaires. Donc, mais on se rend compte que l'envoi du document permet aux vétérinaires, chez eux, dans l'intimité, de se poser la question et de réagir. Il y a des vétérinaires, un exemple très concret de tous ceux qui ont été consultés, une vétérinaire a dit, je l'ai rempli, elle s'indique que je suis très, très malade, que je devrais m'inquiéter, mais je ne le sais pas, moi. Je ne vois pas ça, je me vois bien. Pourquoi que le questionnaire me donne ça? Elle ne comprenait pas que le questionnaire, à la fin, il disait « Attention, attention », tu sais. Mais elle a consulté, elle a été en arrêt de travail, puis elle a été prise en charge, puis elle, on l'a beaucoup aidée. Donc, il y a une lumière qui s'est allumée, mais elle ne l'avait jamais vue. Donc, ça nous a aussi très indicateur du fait qu'il faut être proactif dans ce milieu-là. Puis, une autre vétérinaire, elle, téléphone, attention, bouge pas, on va te chercher. On l'a hospitalisé. Donc, tout ça, c'est anonyme. Une fois par année, on recevait les résultats, le nombre de cas, le nombre de téléphones, les situations. Les cas suicidaires n'ont pas été si fréquents dans les 117 cas. Beaucoup de détresse, d'épuisement, de ressources à aller chercher, plus que j'ai un gun sur la tête, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Donc, proactif, on a probablement sauvé peut-être une vie, si on n'est pas mal sûr, puis peut-être aider beaucoup d'autres vétérinaires parce que ça a des répercussions, vous savez. Hein, une vétérinaire qui s'occupe d'une entreprise, si elle tombe malade, tout le monde autour souffre. Donc, ça a été pour nous là, un programme très, très intéressant. Par la suite, l'Ordre des médecins vétérinaires s'est préoccupé. Donc, j'ai une conférence de 2 heures que j'ai présentée il y a 9 ans sur ce sujet-là. Portrait, les actions qu'on a prises, ce qui se fait ailleurs dans le monde, les 20 recommandations qu'on a mises en place pour aider les vétérinaires. Donc, il y a des dossiers, même dernièrement, un dossier dans le magazine de l'Ordre des vétérinaires en 2017, une enquête qui a été faite auprès de quand même là, beaucoup plus de vétérinaires. On parle de près de 700 vétérinaires qui ont été consultés. Donc, on voit qu'il y a un intérêt. La profession, l'Ordre des vétérinaires s'y intéresse. Donc, vous avez ici un rapport. Là, c'est sûr que je l'ai mis. Je ne sais pas si vous allez avoir accès au PowerPoint, mais vous puissiez avoir l'information. Sinon, sur le site de l'Ordre des vétérinaires, le magazine Le Vétérinaire, c'est disponible gratuitement. Donc, pour lecture, c'est très, très intéressant comme étude là, que le Dr. Hamel a fait. Donc, nous, par la suite, on voulait aller plus loin. Donc, en plus de l'aide aux vétérinaires par téléphone, on a décidé de mettre en place un système de mentorat. Donc, ça, c'est tout récent. Ce mentorat-là s'adresse aux étudiants finissants vétérinaires. Donc, les plus vieux comme moi ou d'autres décident d'être mentors. Fait que les jeunes peuvent, s'ils le désirent, avoir un mentor pour ne serait-ce que prendre le téléphone, poser des questions sur sa pratique, sur sa philosophie de vie, est-ce qu'il risque d'y arriver. Fait que en France, moi, j'ai toujours envié, en 2009, quand je me suis intéressé au phénomène du suicide, il y avait Veto Entraide en France, qui existait depuis 3-4 ans. Ça, c'est une organisation de médecins vétérinaires, ils sont à peu près une cinquantaine, qui font ça bénévolement, à tour de rôle, une semaine par année. Ils sont responsables avec une ligne 800 qui téléphone chez eux. Si vraiment il y a un problème, un vétérinaire peut les appeler n'importe quand. C'est un groupe de vétérinaires qui offre gratuitement. Eux, ils suivent des cours d'écoute, donc ils sont formés. Donc ça roule depuis longtemps et c'est très, très apprécié. Tout ça, c'est gratuit. Donc on n'est pas les précurseurs. Les Français l'ont fait avant nous. Fait que notre programme de mentorat, beaucoup d'articles. À chaque numéro de notre magazine, il y a des articles qui sont publiés sur différents sujets. On fait la revue de presse de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Vous voyez, lors du congrès l'année dernière, une plénière. Donc, on l'a fait avec des étudiants il y a plusieurs années. On va là. Ça, c'est des vétérinaires qui ont fait des burn-out avec une animatrice, Dr. Baillarger. Donc,
les gens se confient, les gens s'ouvrent. Il y avait 50 personnes dans la salle. Nous, on l'a fait en petit groupe de 12. On l'a fait en groupe de 50. Ça prend 5 minutes pour que quelqu'un s'ouvre, puis après ça, c'est fou. Tout le monde a quelque chose à dire. C'est fou. Donc, notre profession a été longtemps sondée. Nous, on fait des sondages auprès des vétérinaires. Ça fait peut-être 30 ans. On leur demande des questions très personnelles, puis ils se confient beaucoup. Fait que je pense qu'on a créé un lien dans la profession qui est tout petite. Quand même, on est juste, nous, 800 membres au niveau des petits animaux, mais ils se confient facilement. Puis la profession, évidemment, a changé. Donc, vous voyez, là, on a un jeune homme vétérinaire, mais quand on faisait nos groupes, à l'époque, c'était moitié-moitié. La profession vétérinaire a été que des hommes au Québec, jusqu'en 1968, il n'y avait que des hommes vétérinaires. Donc, c'était un des derniers endroits au monde où les femmes sont apparues. Présentement, c'est l'endroit au monde après la Suède où il y a le plus de femmes vétérinaires en proportion. Donc, 80-90 ce sont des filles qui sortent. Nous, c'est près de 80 qui pratiquent dans les petits animaux. Et c'est 90 de leurs employés qui sont des femmes vétérinaires, des femmes techniciennes ou employées. Donc, c'est une profession totalement féminine. Ça change beaucoup le portrait. Qu'est-ce qui est arrivé avec toutes ces mesures-là? Dans les 10 dernières années, on aurait fait le décompte. Il y a eu 4 suicides, 2 hommes, 2 femmes, le dernier en mars 2019, donc très récent. Donc, 35 moins de suicides que dans les 20 dernières années où on avait fait le décompte. C'est encore trop pour nous parce qu'on avait mis en place des mesures. Là-dessus, on parlait tantôt de jeunes vétérinaires. Il y a une jeune vétérinaire qui s'est suicidée au moment de recevoir son diplôme, dans les jours qui ont suivi ou les jours précédents. Donc, c'est inacceptable, ça. L'autre, elle avait à peu près 10 ou 12 ans de pratique. Puis là, moi, mon hypothèse à l'époque, c'est que des suicides chez les vétérinaires, il y en aurait de moins en moins parce qu'il n'y en a plus d'hommes qui se suicident. Hein? Il y avait 11 hommes puis une femme. Une profession féminine, il n'y en aura plus de suicide. Mais je savais en disant ça que ce n'était pas ça qui arriverait parce que les tentatives de suicide sont là pareil. Puis les épuisements professionnels sont là et c'est encore pire chez les femmes parce qu'à l'époque, les hommes, tu sais, on fait 60 heures, on travaille. L'épuisement professionnel, on verra plus tard. Mais aujourd'hui, il faut concilier le travail, la famille, les loisirs, la nouvelle génération, les loisirs. Les vétérinaires comme nous, on a un choc parce qu'on n'est plus capable d'engager des vétérinaires qui travaillent 50 heures par semaine. Je veux 30 heures maximum. C'est un plan plein. Pour moi, 25 heures idéalement, pas de fin de semaine, pas de garde. Hein? Donc, les jeunes, tu sais, on les a rentrés dans la tête de prendre soin d'eux. Bien, ils prennent soin d'eux. Fait qu'on ne peut pas les en vouloir de ce côté-là. Il y a encore des études qui sortent encore récemment. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas une étude ou un article partout dans le monde qui parle du suicide chez les vétérinaires. Donc, ce qu'on a fait l'automne dernier, c'est qu'on a arrêté le service avec Anne-Marie Lamotte, de psychologue, sur demande une fois par année, par vétérinaire. On a pris la firme Morneau-Chapelle. Donc, c'est sûr que vous connaissez cette firme-là. On l'essaie. On espère que ça va bien aller. C'est un nouveau service pour nous. Donc, élargi aux techniciens en santé animale, parce qu'on sait que les techniciens en santé animale aussi souffrent beaucoup, mais ont moins de moyens que nous en tant qu'association. L'avantage des techniciens en santé animale, qui sont quand même 3 fois plus nombreux que les vétérinaires, c'est qu'après 10 ans, la moitié ne sont plus en pratique. Ils abandonnent. Les vétérinaires n'abandonnent jamais. Donc, on a choisi cette profession-là par passion, puis on va aller jusqu'au bout de notre passion, au-delà de la raison. Donc, et ça vient avec la gestion. Donc, il y a beaucoup de gestion, passion, raison. Les entreprises vétérinaires, c'est des entreprises, maintenant, c'est des mini-hôpitaux. Donc, c'est 20, 30, 40, 50, 150, 300 employés. C'est des budgets de millions de dollars. Il faut que les clients arrivent, c'est clair. On a tout ce personnel-là qui compte sur nous. Donc, la pression est énorme pour les jeunes femmes vétérinaires qui sont maintenant des femmes d'affaires. Donc, cette gestion-là est très lourde et c'est clair qu'il va falloir faire attention dans les prochaines années à ce qui va arriver. Quand il y a des dossiers comme ça qui sortent dans la presse l'année dernière sur la détresse des vétérinaires, au début, les gens ne prennent pas trop au sérieux. On est invité avec Anne-Sophie à Médium Large, à Radio-Canada. On fait d'autres reportages à TVA. On est invité à des endroits comme ici pour en parler. Donc, c'est important de continuer à en parler. Parce que, je vais juste laisser sur l'autre avant, ce qui est important de comprendre, c'est maintenant, on s'adresse beaucoup aux étudiants vétérinaires. Fait qu'il y a des programmes Sentinelle avec l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe, où une fois par semaine, on envoie les jeunes étudiants. On a du mentorat pour les jeunes. Nos vétérinaires en pratique, je pense qu'on essaie d'en prendre soin du mieux qu'on peut dans les petits animaux. Le problème des grands animaux, il est encore pire. Mais c'est une autre association. Puis les grands animaux, nous, notre moyenne d'âge est 39 ans pour l'ensemble des vétérinaires au Québec. Les autres, ça approche 50 ans. Donc, l'épuisement professionnel, les difficultés à recruter en région, toute cette problématique-là, partout dans le monde, les vétérinaires, dans les grands animaux, ce sont des hommes, ils ne parlent pas, ils se renferment.
Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des problèmes. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les jeunes maintenant, comme les moyens, c'est les vieux vétérinaires. C'est que les vétérinaires en fin de carrière, là, il y en a qui vont craquer. C'est important de commencer à s'intéresser aux personnes plus âgées parce qu'elles aussi sont fragiles. Puis la profession vétérinaire, elle n'est pas différente des autres. Donc, je pense que ça fait le portrait un petit peu. Oui, la problématique est la même ici au Québec qu'ailleurs dans le monde. On a été les premiers au Canada à s'en apercevoir il y a 10 ans. On a pris des mesures qui font envie, même dans le reste du Canada, parce qu'ils n'ont pas encore atteint ce niveau-là d'aide. Aux États-Unis, là, la machine est partie. Ça les a pris bien du temps. Il y a 10 ans, les Américains, ça ne les intéressait pas. Là, maintenant, ça les intéresse. Donc, on va compter sur eux pour avoir des données, des statistiques, des études. Puis tout ce qui est qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? On a mis en place, il y a 20 ans, des programmes. La première chose que je disais, c'est d'abord de faire connaître la situation. Donc, avant même de penser à aider nos vétérinaires, il va falloir que la population sache que les vétérinaires ont des problèmes. Parce que quand on arrive face à un vétérinaire qui, en moyenne, gagne, je ne ferai pas pleurer personne, là, mais à peu près 75 000 par année, ce n'est pas 350 ni 500 000 par année. Hein? Donc, la pression est forte. Ça coûte cher. De ce bord-là de la table, je comprends, faire soigner son chat et son chien, c'est très dispendieux, de plus en plus dispendieux. Et vous avez raison d'être exigeant envers les professionnels. Les professionnels doivent aussi concilier toute la business, leur passion. Quand on était jeune, on a choisi de soigner des vies. C'est pas toujours ça qui arrive. Il faut sauver sa vie en premier. Hein? Donc, c'est ça le message. Merci beaucoup de l'invitation.